la digitalisation est maintenant un passage obligé pour les entreprises, quel que soit le stade où elles en sont, pour pouvoir, pour certaines, survivre, pour d'autres, se réinventer et en tout cas pour toutes, innover. Évidemment, pour faire face à ces enjeux, la direction informatique, qui n'avait pas besoin de ça entre nous, au vu des différentes missions qu'elle traite déjà, que ce soit en termes de support utilisateur, de maintien en conditions opérationnelles du système d'information, ou encore qu'elle fasse face aux innombrables menaces en termes de cybersécurité. Mais en plus, il y a cette digitalisation qui, comme on le précisait ce matin, est arrivée un petit peu, et en tout cas s'est accélérée avec la crise du Covid. Donc Bertrand, j'ai envie de te poser une première question qui concerne donc la direction informatique. Par rapport à tous ces enjeux anciens et nouveaux dus à l'accélération de la digitalisation, à ton avis, quelle est déjà la première priorité pour s'organiser pour le service informatique? Bertrand, je crois que ton micro n'est pas allumé. Ah, ça va être plus que... Et voilà, l'erreur est réparée. Oui, je disais donc, merci Franck de cette question et de cette introduction. Je vous présente ce que l'on appelle le modèle de maturité en gestion de l'IT. Chacun va pouvoir se définir et regarder à quel niveau il est, c'est-à-dire d'un niveau réactif. On croise quand même encore pas mal d'entreprises qui en sont encore que là, pour aller jusqu'à un niveau stratégique où on va avoir mis en place un certain nombre d'outils qui vont nous permettre d'être en permanence proactifs et en permanence de pouvoir de laisser nos équipes travailler sur des projets gratifiants. Pour passer d'étape en étape, on va donc mettre des produits. Et le premier outil dont on va avoir besoin, c'est un outil d'automatisation. En fait, on se rend compte en regardant le fonctionnement des SI qu'on a une mine d'or en termes d'automatisation. Bon nombre de tâches sont répétitives et absolument pas automatisées. Tous les domaines sont concernés, hein. Je pense au poste de travail, au serveur, au patching, le monitoring, l'audit, le ticketing, la documentation technique. Tous les domaines vont être concernés par l'automatisation. Bertrand, juste, pardon, je t'interromps juste, peut-être pour pas clair forcément. Le patching, tu entends quoi par patching? Donc tout ce qui va être mis à jour. Mise à jour, alors évidemment, mise à jour de l'éditeur le plus connu, c'est-à-dire, on va dire, Microsoft, mais également la mise à jour de tous les outils tiers, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bon nombre d'attaques ne passent pas que par les logiciels Microsoft. On va pouvoir attaquer en passant par du Java, on va pouvoir attaquer en passant par de l'Adobe. Donc voilà, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais oui, le patching pour moi c'est mise à jour, mais dans son sens large. Ok, d'accord. On peut prendre des petits exemples. Par exemple, quand on se promène dans une équipe de desk, on va voir assez souvent quelqu'un qui va réagir en mode tout sauf proactif, c'est-à-dire en mode réactif, parce que un utilisateur va lui avoir dit que son poste commençait à ramer, qu'il n'en pouvait plus. Et on va voir le technicien passer une demi-heure, par exemple, à nettoyer le disque d'un utilisateur. Ça, c'est complètement anti-automatisation, puisque on pourrait, avec un outil d'automatisation centralisé, déclencher ce nettoyage de disque en mode proactif. Donc, on va faire une liste comme ça de plein de tâches qu'on va pouvoir automatiser et de ce fait être proactif et dégager du temps aux équipes du desk. Également, on voit dans ces équipes que les personnes
passent d'une interface à une autre. Ils vont passer aller voir leurs indicateurs de MCO, ils vont changer d'interface pour aller voir et vérifier si les sauvegardes se sont bien passées. Ils vont passer sur une troisième interface pour aller vérifier si les mises à jour ont été effectuées, etc., etc., etc. Donc, en fait, les gars et les filles ont 5, 6, 7 consoles et ils passent leur temps à passer d'une console à une autre. On a chiffré ça. Bertrand, oui. C'est Pedro, bonjour. Oui. Est-ce que tu peux juste mettre ta présentation en plein écran? Tu veux dire ce que tu vois là? Oui. En mode présentation, parce que là, elle n'est pas en plein écran, ou alors elle est... Voilà, c'est mieux. C'est mieux pour vous? Ok. Voilà. Merci. Donc oui, donc on passe en fait son temps à basculer d'une console à une autre, et c'est pour ça que l'outil d'automatisation doit être vu comme un outil central. Hein. Il faut qu'il soit centralisé et qu'on puisse, dans le même outil où on va déclencher nos automatismes, mais également passer d'un environnement à un autre, indicateur de MCO, vérification des sauvegardes, mise à jour, antivirus, etc., etc., dans la même interface et dans la même console centralisée. Alors, on sait aujourd'hui qu'un outil centralisé d'automatisation va faire gagner très vite 25% d'efficacité aux équipes IT. Je vais vous donner cette statistique. Le fait d'augmenter l'efficacité des équipes IT, ça va induire automatiquement une augmentation de la satisfaction des utilisateurs. Enfin, ce que je pourrais dire, c'est que cet outil qu'on pourrait appeler un administrateur virtuel centralisé permet de diminuer les coûts dans le sens où les équipes déchargées des tâches répétitives peuvent se consacrer à des projets plus valorisants. C'est donc aussi un moyen pour valoriser les équipes et de ce fait les conserver au sein des équipes IT. On sait qu'aujourd'hui, le turnover des équipes IT est largement supérieur à 20%. Un point important aussi d'un outil centralisé d'automatisation, c'est le maintien des méthodes de travail et des compétences en interne à l'équipe. On a tous eu dans nos expériences la sueur froide du jour où un technicien décide de s'en aller et part avec 16 années d'expérience et tout son savoir-faire, alors qu'il faut impérativement faire que ce savoir-faire soit centralisé dans l'outil. On peut donc considérer cet outillage comme un collaborateur faisant partie intégrante de votre équipe IT, mais qui a un avantage sur les humains, c'est que ce collaborateur travaille 7/7, 24/24, 365 sur 365. D'accord, ok. Bon, merci déjà pour cette première partie qui présente bien les bénéfices attendus de l'automatisation pour le service informatique. Mais concrètement, et sans faire un catalogue à l'après-vert, mais quels sont les outils que tu recommanderais basés sur tes expériences en clientèle qui permettent d'avoir des gains de productivité tels que tu les as énoncés dans cette première partie? D'accord. Alors, je dirais que pour obtenir le résultat dont je viens de parler, on doit se doter donc d'un outil centralisé permettant une automatisation poussée, mais il doit, cet outil, avoir des liens très forts avec l'outil de helpdesk et l'outil de documentation technique. Ces trois éléments seront la base de votre système de gestion automatisée de l'IT. Donc la première brique, c'est ce qu'on appelle un RMM, hein, une traduction de Remote Monitoring and Management. En général, il fonctionne avec des agents distribués sur les équipements IT. Et ce sont ces agents qui vont remonter toutes les informations vers la console centralisée, hein, les informations de monitoring, de sauvegarde, de patching, d'antivirus.
Et c'est également ces agents qui, eux, vont exécuter les tâches que l'on aura automatisées dans la console centrale. Alors bien sûr, il faudra structurer ce RMM. Hein. Quand vous allez l'installer, il faudra lui incorporer les différentes tâches automatisables, les indicateurs de MCO, et vous pourrez aller de plus en plus loin avec les différents modules de votre RMM. Je pense évidemment à la mise à jour des postes et des serveurs, à la gestion des sauvegardes, à la gestion des antivirus et des anti-malware. On va pouvoir aussi utiliser cet outil d'automatisation pour déployer des packages logiciels. Dans toute entreprise, on a l'habitude de déployer un certain nombre de logiciels. On le fait plus ou moins à la main. L'outil centralisé, lui, va permettre de le faire de façon automatique. Et donc, aucun poste de travail n'échappera à ce que vous aurez décidé d'installer comme produit. Il faudra aussi penser à structurer cet outil en termes d'organisation humaine, avec les bons droits bien définis en fonction des différents membres de l'équipe. Cette organisation, elle pourra refléter soit des niveaux de compétences de vos ingénieurs et techniciens. Par exemple, un ingénieur aura le droit de faire un certain nombre de tâches sur les postes de travail et les serveurs. Un technicien n'aura le droit de faire qu'un certain nombre de tâches sur des postes de travail, et voire un alternant ne pourra que visualiser un certain nombre de choses. Donc on va pouvoir organiser notre RMM en fonction des niveaux de compétences, et on peut aussi l'organiser en fonction du périmètre géographique, comme par exemple des sites. On voit dans bon nombre d'entreprises multi-sites des référents informatiques qui sont positionnés sur chacun des sites, et ces personnes-là ne doivent pas pouvoir taper sur les serveurs centralisés, par exemple. Ils n'agiront que sur leur périmètre géographique. Donc, après, l'idée, quand on a paramétré tout ça, c'est de définir ce qu'on appelle des politiques, et ces politiques vont prendre tous les paramètres que je viens de citer précédemment, et ça s'appliquera automatiquement au poste et au serveur. J'ai une petite animation à vous montrer qui est le cycle de la découverte et de l'automatisation. En fait, dans un RMM, on va déployer un premier agent manuellement. Ensuite, on va demander au RMM de découvrir le réseau. Et à chaque nouveau poste détecté, on appliquera de façon automatique les politiques. Ces politiques vont régler et ajuster tout ce qui va être antivirus, tout ce qui va être anti-malware. Cette politique va déployer automatiquement les logiciels. Il fera aussi les mises à jour Windows et autres. Et il définira la politique de sauvegarde de chacun des équipements. D'accord. Alors, à ce cœur, on va bien sûr, comme je disais précédemment, ajouter des outils annexes, mais très importants pour l'optimisation des équipes. Donc, je pense notamment à un outil de helpdesk. Il faut qu'il soit totalement intégré avec votre RMM. De sorte, par exemple, qu'un ticket généré dans votre outil de desk, que vous puissiez directement, à partir de ce ticket, prendre la main sur la machine. Que ce ticket soit créé par un utilisateur ou qu'il soit créé par un indicateur de MCO type, je ne sais pas, espace disque, mémoire, service up ou down. Il faut que le ticket généré ne vous oblige pas à changer d'outil pour accéder à la partie prise en main à distance de votre RMM. Okay. Et là, on a réellement un gain pour les équipes, puisque directement d'un outil, ils accèdent à la partie nécessaire de l'autre outil. Okay. Il en est de même pour l'outil de documentation technique. C'est un point important du dispositif, car la perte de temps liée à la recherche d'informations est très très grande dans les services IT, voire parfois l'information est dans la tête d'un collègue, mais ce collègue, il est parti en vacances.
Donc on n'a pas l'information, ou alors on va l'avoir dans d'innombrables documents Word, Excel, qui seront plus ou moins bien centralisés. Donc la troisième brique importante, c'est la documentation technique. Donc pour résumer, votre RMM, votre outil de helpdesk, votre outil de documentation technique doivent être imbriqués d'une façon très forte. D'accord. Ok, c'est très clair, semble-t-il. Je rappelle que si des personnes ont des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, et de toute façon, on aura une séance de questions-réponses à la fin. Excuse-moi, peut-être ajouter un point. Quel que soit l'outil que vous choisirez, vérifiez quand même qu'il est bien ouvert à travers des API à des logiciels d'interrogation ou de reporting. Puisque vous avez là un écosystème complet, il est intéressant d'avoir un outil de reporting qui va être capable de lier les reports pour votre direction, par exemple, que ce soit des reportings de RMM, des reportings de desk, des reportings de MCO. Donc, toujours vérifier que vos choix logiciels soient bien basés sur des outils ouverts. Qu'ils soient le plus ouverts possible. C'est ça. Ok, merci pour la précision, Bertrand. Donc, on a bien compris que l'automatisation était un facteur de gain de temps et donc de productivité pour le service informatique. Oui. C'est d'autant plus important par rapport à tous les enjeux de la digitalisation qu'on évoque depuis le début de cette matinée. D'un autre côté, là, on va repartir sur une des missions essentielles des services informatiques aujourd'hui. La digitalisation, on le sait, augmente potentiellement la surface d'attaque, hein, en multipliant les portes d'entrée, si j'ose dire. Donc, comment peut répondre le service informatique par rapport à cette menace pas nouvelle, mais par contre qui se développe de jour en jour? D'accord. Alors, il y a deux questions dans ta question, en fait. Oui. L'augmentation de la surface d'attaque. Moi, je dis pas, je pense qu'on peut voir ça comme ça. Ce qu'il faut surtout s'assurer, c'est porter une attention particulière à la sécurité de l'outil d'automatisation centralisé. Donc, l'obligation de base, c'est obligatoirement une authentification à double facteur, minimum, hein, pour accéder à la plateforme. Faut comprendre que ce type de plateforme a une puissance de feu considérable et peut pousser en un instant un logiciel sur l'ensemble d'un parc. Si quelqu'un arrive à rentrer dans cet outil, évidemment, il va pouvoir faire des dégâts. Mais je rappelle quand même par expérience de grands comptes que je gère, on voit rarement de l'authentification double facteur sur les GPO Microsoft. Les administrateurs dans les grandes entreprises, ils ont leur login, leur mot de passe, et ils mettent pas de 2FA pour accéder à la partie GPO, qui a aussi une puissance de feu exceptionnelle. Donc, voilà, évidemment, il y a un risque, mais ce risque, il est totalement mesurable et on peut l'éliminer en faisant du 2FA. D'accord. Donc ça, c'est pour répondre à ta première partie de ta plateforme elle-même. Okay. Sur la plateforme elle-même, voilà. Alors après, de façon plus large, je pense que l'outil d'automatisation va au contraire diminuer la surface d'attaque. Parce qu'elle va vous permettre un suivi rigoureux et précis, par exemple, des mises à jour. Microsoft, Adobe, Java, il va permettre une réactivité aussi accrue lors de la mise à disposition des attaques zero day. Il va y avoir immédiatement quelqu'un qui va fournir un patch. La console centralisée va vous permettre de passer ce patch d'une façon très très réactive. Donc voilà, il faut, comme je le disais tout à l'heure, bien prendre en compte aussi les logiciels tiers
pas que les logiciels Microsoft. Hein. Donc il faut que le RMM soit capable de gérer ça. On a aussi la notion de sauvegarde qui est primordiale. Mais le RMM doit être capable de centraliser les informations concernant les sauvegardes de tous les équipements, que ce soit des sauvegardes locales ou, plus conseillées, également des sauvegardes dans le cloud. Donc, toujours avec ce fameux méthode 3-2-1. Voilà, des sauvegardes. Hein. Peut-être tu peux repréciser, Bertrand, la méthode 3-2-1, je ne suis pas sûr que… C'est 3 sauvegardes, en fait, hein, 2 sur des supports différents, par exemple, bête disque, bande, etc., et plus une à l'extérieur de l'entreprise. D'accord. Ça, c'est la règle de base des sauvegardes d'aujourd'hui. La bonne pratique. C'est ça. Et il faut que le RMM, et le RMM peut le faire, il va faire en sorte que ces sauvegardes, en étant pilotées par lui-même, va faire qu'on n'a pas de trou dans la raquette. On sait précisément ce qui s'est passé au niveau des sauvegardes et on a des remontées d'alerte si ces sauvegardes ne sont pas effectuées correctement. Et toujours tout ça dans une console centralisée. D'accord. Après, je dirais que en élargissant encore le spectre, il est clair que le dernier maillon de la sécurité, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, avec la généralisation du télétravail, on a eu une augmentation plus que significative des attaques de phishing. Donc il faut donc lancer des campagnes. Hop, je vais vous remettre ça. Voilà, lancer des campagnes de sensibilisation des utilisateurs. Donc en général, qui se passent en 2 étapes. Hein, une partie de cours en ligne pour sensibiliser les utilisateurs. Et puis, les tests de phishing qu'il faut réaliser de façon régulière dans l'entreprise pour maintenir la maturité des utilisateurs vis-à-vis du risque. Eh oui. Voilà. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur cette partie surface d'attaque. Si on respecte un petit peu tout ce que j'ai dit précédemment, cette surface d'attaque, je dirais qu'au contraire, elle va être diminuée grâce à l'outil de centralisation. Ok, et qui permet d'automatiser en continu un certain nombre d'opérations qui sont fastidieuses et souvent chronophages pour les équipes, hein, qui sont globalement obligées de faire plus avec moins. Hein. C'est ça. Et ils vont pouvoir se concentrer justement sur les tâches de sécurité ou sur d'autres projets. Voilà. Ouais, exactement. Alors, on a encore 6 minutes avant la fin de ce séminaire. Je ne sais pas s'il y a des questions, Cédrine, dans le chat. Donc, faut pas hésiter à les poser. Moi, j'en ai une autre. Hein, donc, je ne sais pas, Cédrine. Pour l'instant, dans le chat, je ne vois pas de questions. D'accord. Si tu en as, je te laisse les poser. Alors, bah oui, tu penses que je suis venu avec plein de questions au vu du sujet. J'en aurais une déjà un peu pour fixer les choses, on va dire. Hein. On a bien compris que c'était un outil sur lequel il fallait vérifier un certain nombre d'options, etc. et d'accompagner avec une méthodologie. Mais est-ce que tu peux, Bertrand, nous donner une façon générale un peu un ordre d'idée de coût, un peu sur quel budget il faut s'attendre avec ce type d'outil Oui. D'accord. Alors, en gros, dans le marché des RMM, il y a deux modes de licensing. Il y a du licensing aux techniciens ou du licensing à l'agent installé sur un poste ou un serveur. D'accord? C'est-à-dire que ça va dépendre après de la taille du SI pour se positionner sur tel ou tel type de modèle de licensing. On peut dire qu'en gros, tous les différents éditeurs tournent environ à 3 ou 4 euros par agent et par mois. D'accord. En général, ils sont en mode SaaS. Certains, mais pas tous, proposent également des solutions on-premise, c'est-à-dire dans l'entreprise elle-même.
Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des choix du RMM, puisque certaines entreprises ne veulent absolument pas que des informations soient dans le mode SaaS. Hein. Je pense à des entreprises que j'ai rencontrées comme la RATP, où il n'était pas question de mettre leur RMM en externe. Maintenant, il n'y a pas que le coût des licences, il faut être très honnête, il va falloir prendre en compte aussi le temps de formation, le temps de paramétrage dont j'ai parlé précédemment, des différents modules, et puis le temps pour appréhender la solution. Donc il faut écrire une feuille de route, construire étape par étape pour être certain d'avoir un ROI intéressant. Certains éditeurs et distributeurs ont bien compris aussi un peu cette difficulté, et donc on offre la possibilité de ne payer que les modules choisis à l'intérieur du RMM, et propose un outil clé en main, c'est-à-dire en gros pré-paramétré. D'accord. Donc les automatismes dont on parlait tout à l'heure, les monitoring, etc., le patching, tout ça, c'est déjà pré-paramétré dans leur offre. Voilà. Donc, ce qui réduit le temps d'appréhension de la solution et de la mise en place de la solution. Ça, ouais. Donc là, on est bien dans le thème de la digitalisation rapide à mettre en place avec un ROI rapide à démontrer. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ok. Et j'ai une autre question, je ne sais pas si Cédrine, il y en a ou pas, mais tu parlais des postes, des serveurs, des mises à jour Microsoft. Est-ce que on couvre aussi également les autres parties du système d'information? Je pense à des firewalls, je pense à des serveurs virtuels, par exemple. Oui. Il y a beaucoup de VM maintenant installés. Donc, est-ce que tu as Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que j'en ai pas parlé, Franck, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. C'est une bonne question parce que, en fait, oui, votre outil centralisé, le RMM, il doit comporter en interne un module de monitoring sans agent. Parce que justement, on ne peut pas installer d'agents sur des firewalls ou sur des serveurs, je peux citer des marques, hein, des serveurs ESX voilà, de virtualisation, qui sont des machines qui tournent sous un operating system particulier. Donc il faut que dans votre outil de RMM, vous ayez un outil, un module qui vous permet de faire donc, du monitoring sans agent. Mais qui doit être intégré à la console centralisée, hein, pour que on puisse aussi, grâce à ces monitorings sur ces périphériques spécifiques, déclencher des automatisations de tâches. D'accord. Malgré le fait que tu n'aies pas un agent physiquement installé dessus, tu peux quand même c'est ça. monitorer des éléments actifs du réseau. C'est ça, voilà. Donc, je vais en profiter. En règle générale, les outils RMM du marché permettent l'installation d'agents sur des operating systems Windows, des operating systems Mac et certains RMM sur des operating systems Linux. D'accord. Voilà, ça en gros. Et avec l'outil sans agent, vous allez pouvoir monitorer le reste, les firewalls, les serveurs, les switches, les imprimantes, tous ces équipements dont vous avez besoin de superviser et de monitorer, sur lequel on ne peut pas installer d'agent. Oui. D'accord. Mais écoute, merci Bertrand pour ce point de vue assez court, mais en même temps assez exhaustif. Hein. On a bien compris les intérêts effectivement de la digitalisation pour le service IT au service de la stratégie globale digitale de l'entreprise. Ce que je vous propose, c'est de rester, pour ceux qui sont intéressés, de rester dans cette salle, puisque je vais avoir le plaisir d'accueillir un autre de nos